Bonjour et bienvenue à tous dans i24 News Business Club, cette émission qui va vous parler de cet univers au carrefour de l'entrepreneuriat, de la créativité, de la finance, de la technologie, des hommes, des femmes, du business. Au sommaire de cette émission, la hausse des prix du pétrole. L'INSEE révélait en décembre que le budget énergie, comprenant la part du carburant, avait augmenté de 30 €. On en parle avec Marc Toiti, économiste, président du cabinet ACDFI, maître de conférence à Sciences Po Paris. Juste après, ce sera l'entretien avec le président du groupe Printemps, Jean-Marc Belaïch. Il a lancé le plan Alpha pour attirer une nouvelle clientèle vers sa chaîne, fondée sur un grand magasin qui date de 1865. Et puis on se penchera sur les recherches généalogiques. Et oui, Philae, acteur français du secteur, s'est fait racheter par l'un des leaders mondiaux du secteur, MyHeritage.com, un groupe israélien. Ce sera ensuite le moment d'échanger avec un expert de la finance, Jean-Noël Viaille, Chief Investment chez Viziance. De quelles mesures faut-il se méfier de l'inflation? Il nous donnera des clés. Enfin, je vous propose de retrouver Damien Lanternier, gérant chez DNCA. Il vous donnera d'excellentes idées pour investir et profiter des opportunités du business. Mais tout de suite, le point éco. On se tourne tout de suite vers notre invité Marc Toiti. Il est maître de conférence à Sciences Po Paris, président du cabinet ACDFI. Marc Toiti, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Vous êtes au Moyen-Orient, précisément tout près des puits de pétrole. Alors on va en parler parce qu'il y a énormément de perturbations côté offre, des tensions géopolitiques et la supposée faible dangerosité du variant Omicron. Tout ça, ça pousse les cours vers le haut. Comment analysez-vous cette poussée de fièvre ? En fait, c'est très simple. On a une situation du marché mondial de la croissance qui est en train de redémarrer, donc depuis 2020 et 2021. Et tout simplement, l'offre de pétrole ne s'était pas encore ajustée. Donc la demande est toujours supérieure à l'offre, parce qu'on a une croissance mondiale qui est forte. Et donc parallèlement, le temps qu'on ait cet ajustement de l'offre par rapport à la demande, c'est la règle de base de l'économie, la demande est supérieure à l'offre. Donc les prix ont tendance à augmenter. Plus, vous l'avez dit, il y a des petites tensions géopolitiques ici ou là. Et donc on a cette flambée des cours du baril. Il y a également un petit peu de spéculation sur les marchés. Donc c'est pourquoi le baril est monté à plus de 93 $. Donc ça reste c'est pas les plus hauts historiques. On avait eu 150 $ le baril en 2008 par exemple. Donc on a encore de la marge. Mais c'est vrai que cette augmentation des cours du baril commence à coûter cher sur l'activité, puisque la hausse des prix du pétrole casse un petit peu le pouvoir d'achat en générant une hausse de l'inflation. Donc à partir de là, on a un ralentissement de la croissance qui est en train de s'observer pour les prochains mois. En gros, pour faire simple, quand le baril augmente de 10 $ sur une année, ça enlève 0,4 points à la croissance mondiale. Donc voilà pourquoi on va certainement continuer de ralentir en 2022. Alors depuis la découverte d'importants gisements de gaz au large d'Israël, de Chypre, de l'Égypte ou encore du Liban, la Méditerranée orientale est quand même appelée à jouer un rôle majeur dans cette géopolitique de l'énergie, non ? Ah oui, complètement, vous l'avez dit, bien sûr il y a le pétrole, il y a également le gaz, donc ça c'est plutôt bien sûr une bonne nouvelle. Et puis je rappellerai que le premier producteur mondial de pétrole, on l'a oublié, mais en fait ce sont les États-Unis depuis 2011-2012, grâce au pétrole de schiste notamment, et ensuite on a la Russie, ensuite on a l'Arabie Saoudite. Donc il faut faire attention aujourd'hui, je dirais la géographie également a changé sur la puissance énergétique. Et puis il y a une bonne nouvelle également à la hausse des cours du baril, c'est que ça rend profitable également les nouvelles technologies de l'énergie, parce que pour l'instant c'est assez cher, et donc on se dit, quand le pétrole n'est pas cher, en fait, finalement, on se dit à quoi bon utiliser d'autres sources d'énergie, sinon d'un point de vue écologique. Mais là, comme le baril est cher, on se dit, là, ça vaut vraiment le coup de miser sur l'innovation, sur d'autres nouvelles technologies de l'énergie, justement pour avoir un monde toujours en croissance, mais plus propre, plus écologique. C'est vraiment l'enjeu des 10 à 15 prochaines années, d'où l'importance, effectivement, de l'innovation, comme le fait par exemple Israël, mais également d'autres pays. Ce sera la prochaine révolution technologique, celle des nouvelles technologies de l'énergie.
Merci beaucoup Marc Soiti pour cet éclairage sur les marchés de l'énergie. Je précise que le Qatar, c'est le 4e producteur mondial de gaz naturel et du fait de ce contexte, cette transition énergétique, il essaye de se diversifier. Voilà la transition vers notre séquence entretien, vous allez comprendre. Si la France a acquis ses lettres de noblesse dans le luxe et la mode, c'est aussi grâce à ces grands magasins qui sont devenus, sous leur féerique verrière Art Nouveau, des monuments aussi incontournables que la Tour Eiffel ou Notre-Dame. Je reçois Jean-Marc Belaïch, président du groupe Le Printemps, société fondée en 1865 par Jules Jaluzeau. Jean-Marc Belaïch, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être notre invité. Alors, vous avez passé 20 ans au Boston Consulting Group en charge des secteurs mode, beauté, grand magasin. Vous avez dirigé la stratégie de développement du joaillier Tiffany et depuis octobre, vous êtes aux manettes de cette institution iconique qu'est le Printemps. Alors, comment se sont passés les soldes? On reste dans l'actualité. Les soldes, écoutez, on a été impacté par l'Omicron, la variante Omicron, avec 3 jours de télétravail. Je vais vous dire, c'est pas facile pour les grands magasins. Déjà, les gens consomment moins. Donc, je vous dirais, c'était pas des très très bons soldes. Par contre, juste avant, on a eu une belle fin d'année. Octobre, novembre, décembre, il y avait un certain retour de touristes à Paris, dont on a pu bénéficier. Et puis surtout, les ventes sur les Français, les locaux, ont été plutôt très très bonnes. Et quelles sont les tendances de consommation? Vous êtes un expert, vous analysez les datas, les pratiques, les comportements. Alors, il y a des secteurs qui performent beaucoup mieux que d'autres. On se rend compte que la maison est en explosion. On a la chance au groupe Printemps d'avoir l'enseigne Made in Design, qui est un pure player e-commerce qui se focalise sur la maison et la décoration. Donc là, on a pu bien bénéficier de cette croissance. Ensuite, il y a évidemment la pénétration de l'e-commerce et qui continue à pénétrer avec force. Et c'est pour ça qu'avec Printemps.com, Citadium.com et aussi Place des Tendances et Made in Design, les 2 pure players, qu'on arrive à avoir des bons chiffres sur ces canaux-là. Alors, la montée en gamme du Printemps avait réussi pendant 8 ans, mais semble-t-il, il faut passer à autre chose, nouvelle direction, nouvelle stratégie. Alors, vous souhaitez à la fois personnaliser la relation avec les clients et mettre le cap sur tout le digital. Comment opérer cette stratégie duale? Donc il y a 3 axes importants dans la stratégie. Déjà, on reste ancré sur luxe, mode et beauté et maison. On n'est pas en train de changer complètement de secteur ou de baisser en gamme, au contraire d'aller dans du très très haut de gamme. On va rester dans les mêmes niveaux de prix. C'est un bon positionnement. Par contre, sur les 3 axes, le premier, c'est de revenir un petit peu à la base du grand magasin, de retrouver de la singularité, du waouh, pour utiliser un terme plus simple. Le grand magasin, c'est le waouh, c'est des verrières, vous l'avez évoqué, c'est des événements, c'est des choses qui donnent envie aux clients d'aller, d'expérimenter des choses nouvelles. Donc ça, c'est l'axe fort. Ensuite, il y a tout ce qui est omnicanalité, comment lier l'e-commerce et le magasin. Et notamment, on a développé, nous, sur l'e-commerce, plein de services qui sont assez uniques au magasin, notamment la possibilité de parler à un personal shopper, en ligne ou via WhatsApp, mais avec une entrée sur l'e-commerce. Donc, on a 40 personal shoppers qui figurent sur notre site e-commerce. Donc, ça, c'est un axe fort. Et puis, le 3e axe, c'est tout ce qui est lié à l'intimité client, l'accueil, le service, qui sont des éléments très, très forts dans l'ADN du Printemps. Le Printemps, c'est une marque très émotionnelle et les gens y vont pour avoir un service au-dessus de la moyenne. Alors, on peut en parler en termes stratégiques. Dans le concret, qu'est-ce que ça donne? Une personne va au magasin, elle a un coup de cœur sur un article, et l'article n'est pas là. Est-ce que votre omnicanal et votre online apportent des réponses? Alors absolument, le produit n'est pas là. On a des vendeurs qui ont des tablettes. Et donc on a la possibilité de commander sur une tablette. On est livré en général pour le lendemain, donc ça va très 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 vite. On a une chaîne logistique. Si l'article est dans un autre magasin, on va pouvoir Absolument, on a une chaîne logistique extrêmement performante, ou depuis notre site e-commerce, on a des stocks centraux aussi. Et puis après, on a aussi des personal shoppers qui sont là peut-être pour vous orienter vers d'autres choses qui correspondent peut-être à votre style, mais qui peuvent vous aider à élargir aussi votre style, à découvrir de nouvelles marques, à découvrir de nouveaux produits. Donc on pousse aussi beaucoup ces services-là. Alors, on va le voir à l'écran, le Printemps, on pense à cette institution du boulevard Haussmann, mais il y a 15 grands magasins, une surface de 180 000 m², 8 magasins Citadium. Les jeunes, vous mettez l'accent sur cette clientèle maintenant? Absolument. Il y a beaucoup de jeunes déjà dans les magasins Printemps, historiquement. Vous savez, Printemps, au départ, la fondation, c'était
tout y est frais et joli. Donc ça parle énormément aux jeunes, forcément, on parle de nouveautés ici. Et ensuite, on a, vous l'avez dit, l'ancienne Citadium, qui elle est encore plus spécialisée sur les jeunes, voire les très jeunes, hein, c'est souvent les Gen Z, 15, 20, 25 ans. Et là, on arrive aussi à toucher cette clientèle-là par cette enseigne. Alors, vous avez lancé, je le dis, ça fait peu de temps que vous êtes aux manettes, le plan Alpha. C'est votre arme stratégique, parce que des concurrents dans le retail, il y en a. Hein. Alors, comment ça marche, le plan Alpha? Alors, le plan Alpha, c'est un plan de transformation. Donc, transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change plein de choses en même temps. C'est une des difficultés d'un plan de transformation, mais ça permet d'aller plus vite parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'échelonner sur 5 ans et de changer les choses les unes après les autres et d'avoir quelque chose de séquentiel. Donc, on a préféré aller en parallèle et lancer tout un tas de chantiers. Donc, ça va tout ça colle aux 3 axes que j'ai évoqués, hein, singularité, omnicanalité et intimité client, mais il y a plein d'axes. Donc, par exemple, pour parler de la singularité, on a été les premiers à lancer un service de produits d'occasion. Où on rachète à nos clients des produits dont ils souhaitent se disposer, et derrière, on paye en argent printemps. D'ailleurs, on paye plutôt assez bien, c'est-à-dire qu'on est très compétitif, puisqu'on prend une marge très très faible sur ces produits rachetés, mais derrière, on donne la possibilité aux gens de racheter des produits neufs avec les crédits qu'on leur donne. Donc ça, c'est un exemple d'un sous-projet Alpha qui s'appelait le marché de la circularité et de la deuxième main. On a lancé un espace au 7e étage d'Haussmann qui s'appelle le 7e ciel. Je vous invite à y aller si vous n'avez pas encore passé. Mais c'est déjà fait, je vais vous dire, on peut maintenant aller au 7e ciel. On peut aller au 7e ciel. Avant cette coupole. Absolument, ça n'avait jamais été ouvert au public. Donc on a eu la chance de pouvoir la rénover très très vite en profitant pour le coup de la crise Covid pour faire tous ces changements. Et voilà, c'est un exemple de groupe Alpha, mais on en a une vingtaine de groupes Alpha. Donc sous ce projet, on a des axes qui focalisent sur tout ce qui est personal shopper, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un axe très important de notre stratégie. L'e-commerce, l'accélération de l'e-commerce, comment améliorer les technologies, comment personnaliser davantage ce qu'on propose à chaque client qui visite le site. On a des groupes de travail là-dessus et plein d'autres. Alors, certains commerces concurrents ont ciblé les touristes chinois massivement. Quand la Covid est arrivée et que les frontières se sont fermées, force est de constater que la principale source de revenus s'est tarie. Je vous propose d'écouter Corinne Ménégo. Elle est directrice générale de l'Office de tourisme de Paris et elle résume le contexte spécial de ces derniers mois. On l'écoute. On a vu depuis l'été dernier où la période a été beaucoup plus favorable en termes de chiffres puisque c'était plus facile de voyager. On a eu pas mal de clientèle nord-américaine et également moyen-orientaux qui sont venus assez fortement pendant tout l'été jusqu'à septembre-octobre. Il est vrai que là, depuis les dernières annonces d'avant l'hiver, d'avant Noël, les annonces ont un peu ralenti le flux de touristes et ce début d'année était un petit peu quand même au ralenti avec toutes les incertitudes liées à la période sanitaire évidemment, à la mise en place du pass vaccinal, aux différents replis, je dirais, dans les différents pays. Mais on a bon espoir que les réservations reprennent rapidement. Pour l'instant, on est encore sur des chiffres qui sont un peu faibles par rapport à un 2019, puisqu'on doit être aux alentours de moins 50% à peu près sur ces clientèles type américaine et moyenne-orientale. Beaucoup de beaux magasins, la Samaritaine a rouvert, le printemps, grande concurrence, ces grands magasins, ça fait partie, c'est du patrimoine, ça fait partie des atouts à l'échelle internationale qui font de Paris une ville unique. Alors, on a la chance à Paris d'avoir des grands magasins qui sont bien plus que des grands magasins. En fait, ce sont quasiment des lieux de vie aujourd'hui parce qu'ils ont tous intégré beaucoup d'expérientiel en fait dans leur façon de présenter en tout cas les produits, restauration, gastronomie, etc. Et en plus, ils occupent tous quasiment des bâtiments qui sont des bâtiments très révélateurs de notre patrimoine en fait. Donc, ça a été aussi un moyen de remettre au goût du jour ces bâtiments tout en gardant tout l'historique et la valeur patrimoniale de tout ce Paris qu'on aime malgré tout et qui est effectivement notre histoire et toute notre historique qu'on a envie de faire partager aux touristes. On le dit, il y a la clientèle française, mais la clientèle internationale, le Moyen-Orient, les Américains, ils ont des revenus. Hein. Il y a un pouvoir d'achat là qui vous intéresse ? Absolument. Bon, nous, on a la chance au printemps d'avoir toujours été assez équilibré entre Français et internationaux, donc on n'a jamais été trop dépendant des Chinois, même si c'était une partie importante du chiffre d'affaires et qui, pour le coup, a disparu. Je retrouve complètement dans les propos de Madame Ménégo ce que nous, on a vécu dans la réalité, notamment des chiffres récents, à savoir un vrai retour des Américains, des Moyen-Orientaux, notamment avec l'Angleterre et le Brexit, où il n'est plus possible de détaxer. Et donc, il y a beaucoup de ces clients-là qui ont choisi de venir à Paris pour détaxer. Exactement. Donc là, on a eu des très bons chiffres. En fait, on a eu sur la fin de l'année des chiffres supérieurs à 2019, donc avant Covid. On a eu en plus une clientèle européenne et anglaise,
qui avant ne pouvaient pas détaxer à Paris, qui est maintenant détaxent, et donc on a eu des très très bons chiffres sur ces Vous clients-là. dites vive le Brexit. Oui, d'une certaine façon, pour nous, c'est bénéfique, ça c'est certain. Et puis derrière, par contre, en janvier, évidemment, un peu plus compliqué avec Omicron et puis les nouvelles barrières. Alors c'est bien cette clientèle étrangère qui vient, mais est-ce que le printemps a projeté d'aller vers cette clientèle étrangère? Ça fait longtemps que le printemps avait remisé ses ambitions à l'international. Dans votre stratégie, quelle est la place de l'international? Elle est importante et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé d'ouvrir des magasins printemps à l'international. On va commencer avec un printemps à Doha, donc dans la capitale du Qatar, qui est prévu en ouverture pour septembre 2022, donc d'ici quelques mois. C'est un magasin assez exceptionnel et on est ravis d'ouvrir au Moyen-Orient pour, effectivement, l'objectif c'est à la fois de servir les clients moyen-orientaux locaux, mais aussi, lorsqu'ils sont à Paris, le fait d'avoir un magasin sur place printemps va nous aider à conquérir cette clientèle lorsqu'elle viendra à Paris. Merci pour cette scoop donnée, ce scoop donné à i24 News. Quelle surface est prévue? Le type de magasin? Il y a une adaptation aux pratiques locales? Oui, c'est un magasin de 30 000 m², donc c'est une belle surface, hein. C'est plutôt grand. C'est en plein centre de Deauville et c'est ce qui en fait son unicité, hein, parce qu'il y a beaucoup de malls au Qatar et à Doha, mais en centre-ville, très proche des musées, très proche de toutes les attractions touristiques, c'est assez rare, donc on est les seuls à avoir ça. On a travaillé avec les plus grands architectes du monde, hein. Il y a Boubou Schelberg qui nous avait aidé à faire quelques étages de Printemps Haussmann et qui ont aussi contribué à faire la Samaritaine. Donc ça va être magnifique, un magasin très, très luxueux et avec une offre, comme vous le dites, qui sera à la fois des grandes marques de luxe, évidemment, mais aussi des marques qui seront pour la première fois au Qatar. Donc on fait rentrer beaucoup de marques françaises, européennes. Vous avez quelques noms en tête? Non, je ne vais pas les citer parce que c'est un peu tôt, mais il y aura environ un tiers des marques qui seront uniques pour le Qatar et qui au printemps de Doha. Et puis derrière, on a aussi une offre très locale. On fait venir des designers régionaux. On aura une offre qui correspond aussi aux besoins locaux. Combien d'ouvertures de magasins à l'international? Parce que tel que je vous sens, vous n'allez pas vous arrêter à Doha. Alors. Non, on a d'autres projets. Il est un peu tôt pour en parler. Quelle zone? Moyen-Orient? Non, le prochain ne sera pas au Moyen-Orient. Il sera autre part. Je ne peux pas en parler parce que c'est encore un peu tôt, mais le rythme, ce ne sera pas disparant, hein. On va faire Doha, on va bien le faire, on va l'ouvrir. Et puis ensuite, on en a un deuxième peut-être pour 2023. Alors Jean-Marc Belaïch, êtes-vous amoureux? Non, je me permets cette question parce que vous affichez ce thème de l'amour sur toutes les vitrines du vaisseau amiral du printemps Haussmann et j'ai vu que vous s'associez à l'école Dupéré. Donc on a l'impression qu'il y a une coopération très étroite avec les jeunes. C'est votre cible, les étudiants? C'est une cible et c'est une cible aussi de créativité. C'est bien de faire venir des talents nouveaux. Dans le mot printemps, il y a l'éclosion, faire sortir les talents. J'ai vu ce thème, les comédies amoureuses, hein, c'est le thème du... Alors, on avait déjà fait une très très belle opération avec l'école Dupéré l'année dernière. Malheureusement, on était en confinement, donc on n'avait pas pu vraiment en profiter. Pourtant, c'était vraiment super parce que les étudiants avaient fait. À l'époque, c'était le thème de l'amour à 20 ans. Et donc, on leur avait donné carte blanche pour parler de l'amour. Et effectivement, cette année, on est parti sur les comédies amoureuses avec des tableaux très savoureux d'amour moderne. Donc, il y a celui qui est amoureux au bureau. Donc, on voit deux mains qui se touchent près d'un photocopieur, dans le métro. Et on leur a laissé carte blanche à nouveau parce que l'idée, c'est de faire venir des talents nouveaux au printemps. Voilà, le groupe Printemps, 70 millions de visiteurs par an, et puis cette ambition à l'international qui va se concrétiser à Doha. Donc vous l'avez compris, si vous n'avez pas trouvé de billet pour la Coupe du Monde de football au Qatar, vous pourrez toujours aller au printemps. Puis ouvrir je pense qu'on fera quelques concours à Paris pour effectivement que des Parisiens et des Français d'ailleurs puissent bénéficier de quelques places pour la Coupe du Monde au Qatar. Merci Jean-Marc Belaïch d'avoir été notre invité. On passe tout de suite à la rubrique Innovation. À la surprise générale, le spécialiste français de la généalogie Philae s'est rapproché du groupe israélien MyHeritage.com, l'un des leaders mondiaux avec 100 millions d'utilisateurs,
présent dans 43 pays. Autrefois, la chronologie était très chronophage, on ne savait pas où s'étaient mariés ses ancêtres, mais beaucoup d'actes ont été numérisés. Retrouver ses racines devient un véritable hobby et un business, un sujet que j'ai réalisé avec Paul Montaureau et Léa Judge. On constate un engouement croissant des Français pour la généalogie. Avec un moteur de recherche et la numérisation des documents, l'enquête est grandement facilitée. Quelques clics aujourd'hui, on peut commencer à créer son arbre généalogique sur notre site et ensuite on lance des recherches pour retrouver automatiquement ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Donc il suffit de taper un nom, un prénom, de donner éventuellement des indications de lieu et on va vous emmener dans les actes authentiques de naissance, de mariage et de décès. Au début, simple curiosité, la recherche devient vite une passion. C'est une succession de découvertes qui vous permet d'avancer dans l'histoire, de découvrir des mariages, de remonter des générations. Si vous avez ma roue d'ascendance sur 10 générations, vous rencontrez des passionnés qui font des recherches sur les mêmes familles que vous. Et donc, du coup, ça vous donne envie d'aller plus loin et ça vous permet de retrouver des branches, des cousinages célèbres, par exemple avec Antoine Blondin, en ce qui me concerne. Depuis son plus jeune âge, Marie-Hélène est passionnée par la généalogie. Son père historien se reposait sur sa mémoire. Aujourd'hui, elle utilise tous les outils possibles. L'origine des Juifs de ma famille, elle est multiple. Elle est probablement, il y en a une partie qui vient de Palestine jusque dans le Maghreb. Il y en a une partie qui a dû venir d'Espagne, puisqu'il y a des Ganancia, des Vidal, qui sont venus d'Espagne au moment d'Isabelle la catholique, quand elle a fait l'édit d'expulsion des Juifs. Et puis il y a des Berbères qui ont été judaïsés. Mon père est probablement de cette origine-là, au départ, puisque son nom est un nom arabe. Ayash, c'est qui donne la vie. Il y a des familles où tout le monde attrape le virus de la généalogie. J'ai une petite fille qui a 25 ans, elle m'a demandé son arbre, et que j'ai fait sur Philae, et ils essayent de se souvenir qui est qui. Parfois, la petite histoire rejoint le récit national. Cet ancêtre, du côté de mon père, qui était président de la communauté juive de Tlemcen, avait écrit au moment des premières élections de 1871, juste après le décret Crémieux, avait écrit à l'Assemblée nationale parce qu'on avait empêché des Juifs de s'inscrire pour voter. Et quand le débat est arrivé à l'Assemblée nationale, les députés se sont révoltés contre cet empêchement et Adolphe Thiers, qui lui visait l'abolition du décret Crémieux, préférait renoncer à cette abolition parce qu'il visait la présidence de la République qui était pour lui plus importante. Les recherches permettent de retracer les parcours de populations lointaines. Marie-Hélène travaille avec d'autres bénévoles à retracer la vie de professeurs de l'Alliance juive israélite. L'écrit de Jaffa, je comprends pas, elle était à Jérusalem. Oui. Alors qu'est-ce qu'elle raconte? Philae, maintenant dans le giron du groupe myheritage.com, accessible en plus de 40 langues, dispose de 300 millions de données. Il y a une dimension émotionnelle très forte parce qu'on voit en fait si l'ancêtre s'avait signé ou alors s'il a mis une croix avec tout l'exode rural. Plus on est déraciné et plus il y a de mobilité professionnelle, plus il y a de familles recomposées, plus on a envie et besoin de savoir finalement d'où on vient. Les technologies du big data, la numérisation des archives permettent de gagner du temps dans les recherches généalogiques pour essayer de répondre à cette question. Qui suis-je? Et oui, des fusions-acquisitions, il y en a dans tous les domaines. On passe du coup tout de suite au point bourse. Bonjour Jean-Noël Vieille, Bonjour, vous êtes Chief of Investment chez Visions et l'inflation aux États-Unis commence à atteindre des niveaux vraiment importants, 7,5%, un niveau jamais observé depuis 1982. C'est source d'inquiétude, non? Oui, ça va être l'inquiétude fondamentale pour les marchés en 2022. Et alors, les raisons, on les connaît un petit peu, c'est qu'on a une reprise économique qui est quand même très forte, alors qui va être d'ailleurs relativement différente suivant les pays. Donc, tous les pays ne vont pas être forcément impactés. Mais cette reprise-là, liée aussi à des goulets d'étranglement, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez pas mal d'industries qui ne sont pas encore reparties à taux plein. Donc, en fait, vous avez une demande trop forte par rapport à l'offre. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que cette inflation, elle est quand même largement due aux matières premières,
avec bien sûr la crise également un peu géopolitique avec le pétrole, qui fait quand même augmenter énormément de choses. Le pétrole est passé de 60 $ à 90 $, voire plus. Et donc, évidemment, ça complexifie énormément les économies. Maigre consolation, tous les pays quasiment sont atteints, on le voit à l'écran avec ce petit graphique, avec cette exception du Japon qui a moins de soucis d'inflation. Merci Jean-Noël Vieille d'avoir été notre invité. On passe sans transition à la rubrique placement. Notre invité aujourd'hui, Damien Lanternier, il est gérant chez DNCA et notamment sur le fonds Opportunité Zone Euro. Damien Lanternier, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors dans ce contexte de rebond économique dans la zone euro, quelles sont vos préférences ? Nous, on privilégie clairement des secteurs cycliques et en particulier les secteurs qui ont beaucoup souffert pendant l'épidémie du Covid. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir une libération très forte de la demande. Il y a beaucoup de demandes qui n'ont pas pu être servies, par exemple sur le secteur automobile, ou bien plus encore sur ce qu'on s'appelle les secteurs qui vont profiter du reopening, donc évidemment pour tous au tourisme, à l'aéronautique. Allez, on donne des idées à nos téléspectateurs. Quelles recommandations ? Airbus, moi je trouve c'est vraiment une société formidable. Alors d'abord parce que c'est une position concurrentielle exceptionnelle. L'aéronautique c'est un duopole. Depuis des décennies, typiquement l'industrie chinoise essaye de rattraper mais il n'y arrive pas. Et puis on a un avion quand même qui est absolument fantastique, qui est l'A320neo. L'A320neo, pourquoi ? Il est en train d'écraser en fait son principal concurrent qui est le Boeing 737. Alors pourquoi ? Tout d'abord en termes de fiabilité. Quand même, de crash au début de la navette d'avion, c'est quand même un problème et ça le restera jusqu'à la fin. Ensuite, c'est un avion beaucoup plus économe, qui consomme moins et qui est beaucoup plus économique pour les compagnies aériennes qui l'utilisent. Et puis enfin, ça permet de faire énormément de choses qu'avant des avions court courrier ne pouvaient pas faire. Donc typiquement, ça peut remplacer un grand nombre d'avions long courrier pour faire partir directement aux États-Unis avec un avion monocouloir comme l'A321 XLR. Bon, moi, je partirais bien à Doha. On en parlait tout à l'heure dans l'émission avec un A320 ou 321. En tout cas, on le voit, Damien Lanternier, un homme de conviction comme DNCA qui fait des paris parce que la réussite en économie et en business, c'est aussi une affaire de choix et d'intuition. Merci Damien Lanternier pour votre éclairage. Et puis, c'est la fin de cette émission. Je remercie tous ceux qui ont participé et puis les invités, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis. Merci.